Donc, pour ma part, je suis Olivier Beauvais, donc je m'occupe de la surveillance sanitaire des forêts. Je ne suis pas responsable de l'état sanitaire des forêts, sinon mais je suis responsable de la surveillance sanitaire des forêts sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, cette surveillance, elle se fait pour le compte du ministère de l'Agriculture avec les partenaires. Et puis, donc, je suis basé à la Grappe Auvergne-Rhône-Alpes, sur le support. Donc, je mettrai peut-être un peu mieux pour parler. Donc, le projet, et puis la demande, c'était, pour ma part, de votre côté, c'est d'intervenir et pas de faire de vous des experts, mais de faire de vous des gens qui connaissent la problématique scolyte. Donc, ce que je vais évoquer avec vous de manière très rapide, c'est la surveillance sanitaire des forêts. Il faut savoir qu'il y a un dispositif de surveillance et comment c'est géré. Les évolutions et les enjeux du moment autour de la santé des forêts, dans le contexte actuel. On va parler des scolytes, bien sûr, puisque c'est le thème de la soirée, et puis avec des ravageurs qui causent des dommages assez importants à la forêt française, et puis plus spécifiquement à la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de Savoie. Donc, le département de la santé des forêts, c'est un service qui a été créé en 89, qui fonctionne depuis ce temps-là, donc un peu plus de 30 ans d'existence, avec un pilotage qui est porté. Donc la création initiale, c'était les problématiques qu'on avait à l'époque. Dans les années 80, c'était les pluies acides, en fait, qui annonçaient la mort déjà programmée des forêts. Donc finalement, derrière, on a changé pas mal de choses, hein, donc, dans nos émissions de gaz à effet de serre. À cette époque-là, c'était les décès. Maintenant, il y a d'autres choses, hein. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de dispositif de surveillance un petit peu général, il y avait des dispositifs très spécifiques. Et donc, c'est un réseau qui a été installé avec les partenaires forestiers pour assurer cette surveillance-là. Donc, ce réseau est piloté par le ministère de l'Agriculture. Et donc, en France, on a 6 implantations. Et donc, l'implantation Auvergne-Rhône-Alpes, elle est basée à Clermont-Ferrand et elle s'appuie sur un réseau de partenaires qui sont les correspondants observateurs. Donc, les correspondants observateurs, ce sont des forestiers qui appartiennent à 3 établissements globalement, l'ONF, le CRPF et la DDT. Ces gens-là, ils sont nos yeux sur le terrain, ils sont notre surveillance, et c'est eux qui nous transmettent toutes les informations nécessaires à avoir une vision globale de l'état de santé des forêts. Et ce n'est pas une vision Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien une base nationale, et c'est bien une vision nationale de la surveillance sanitaire des forêts qu'on obtient à partir d'une stratégie. Voilà. Sachez que ces dispositifs-là, ils fonctionnent en continu. C'est plutôt des dispositifs qui fonctionnent bien. C'est pas parce qu'on les pilote que ça fonctionne bien, mais c'est parce que les enjeux du moment mettent les aspects santé des forêts vraiment sur le devant de la scène. Et les aspects de santé des forêts et puis les problématiques de crise sanitaire, donc à partir de notre expérience sur une trentaine d'années, on se rend compte, c'est que les choses, il y a 3 facteurs en fait qui impactent fortement l'état de santé des forêts. C'est d'une part, on va commencer par peut-être ce qui est considéré comme le facteur le plus impactant à court et moyen terme. Ce sont, alors je ne vais peut-être pas commencer par le changement climatique, mais c'est tout ce qui est parasites, exotiques et invasifs. Donc ça, je vais peut-être vous surprendre par rapport à ça, mais en fait, chaque année, en France, on introduit des insectes, des champignons sur notre territoire. Ces insectes et ces champignons rencontrent dans nos écosystèmes un support. Et donc, si ils rencontrent un support, si ils arrivent à s'adapter, on a en fait une espèce invasive qui s'installe et donc dont le comportement n'est pas maîtrisé par nos écosystèmes. Et donc, il y a un certain nombre d'exemples qui sont très proches de nous et qui ont remis en cause la place d'un certain nombre d'espèces. Il y a la cape rose du frêne que vous avez vu arriver et qui provoque des mortalités très importantes dans la plaine. Plus localement, vous avez la pyrale du buis qui a colonisé comme une traînée de poudre nos écosystèmes, les forêts locales. Hein, ce n'est pas une essence principale, mais c'est une essence dont l'état de santé a été complètement remis en cause par l'arrivée de ce ravageur exotique. Donc, vous voyez que et chaque année, donc, dans le transport de matériel, on introduit, il y a des espèces qui arrivent.
et qui s'installent ou qui ne s'installent pas. Et quand elles s'installent, globalement, elles sont très difficiles à maîtriser. Donc, une menace importante pour la forêt française, il y a un certain nombre de ravageurs qui sont sous surveillance. Les aléas climatiques extrêmes, donc changement climatique, moi je ne suis pas là pour le démontrer, mais nous on est là pour objectiver ce qui se passe dans nos forêts, et notamment les effets de ces sécheresses qu'on subit de manière très intense, avec une répétition qui prend un rythme de plus en plus dense, en fait, hein. Et puis d'autres aspects qui impactent très fortement nos forêts, ce sont aussi les à-coups de chaleur, les coups de chaud qu'on prend tout l'été, la canicule, hein. Les arbres ont un fonctionnement et arrivent à s'adapter aux sécheresses, mais quand derrière on a des effets caniculaires derrière, les impacts sont différents, ou en tout cas avec un impact encore plus fort. Et puis il y a les tempêtes, et puis il y a les coups de grêle, et donc derrière tout ça, un certain nombre de crises qui sont enclenchées après des tempêtes avec des scolites, mais aussi après les sécheresses avec les scolites, qui sont des ravageurs de faiblesse. On verra un peu plus loin ce que c'est. Et puis d'autres facteurs qui impactent aussi la santé des forêts, ce sont les changements brutaux de pratique, donc les coupes rases, les coupes non maîtrisées, la mécanisation. La mécanisation, ça a des avantages énormes dans l'exploitation, mais ça peut aussi avoir des inconvénients par rapport au tassement du sol et tout un tas de choses qui peuvent en découler. Donc tout ça, tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la santé des forêts, et puis après, derrière, on a une crise sanitaire quand on se retrouve souvent à la marge de tout ça, hein, quand derrière il y a des ravageurs exotiques, des à-coups climatiques, et puis des interventions un petit peu brutales. Et on a une crise sanitaire, en tout cas des peuplements qui souffrent de manière un peu plus intense. Et puis derrière tout ça, la crise, elle est bien entendu liée aux enjeux qui sont des enjeux économiques aussi, et environnementaux et sociaux. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Alors, maintenant, bon, on va revenir sur le thème. Moi, je pense que c'est important pour de comprendre en fait comment fonctionnent les scolites, en tout cas comment ils occasionnent les dommages, pour voir un petit peu derrière le bois, comment est-ce qu'il peut impacter. Alors, les scolites, c'est un terme un petit peu général d'une famille d'insectes, hein, qui sont des insectes qui sont... il y a deux types de scolites. Il y a les scolites qui sont les sous-corticaux, donc qui attaquent les arbres, et notamment l'écorce de l'arbre, hein, donc les tissus le cambium, et donc c'est des insectes qui se développent dans cette partie-là, donc qui ne touchent pas le bois, mais qui touchent simplement les acides du bois. Donc c'est des zones où il y a un flux de sève qui circule, et ce sont des tissus très riches. Donc dans le cambium, c'est la sève élaborée qui descend. Donc elle redescend, et la sève brute, elle monte, qui alimente l'arbre, et le feuillage de l'arbre, il monte par le xylème, hein, par le bout. Donc ces scolites, et notamment le typographe qui occasionne le plus de dommages sur nos territoires, c'est un scolite qui va s'attaquer à la périphérie, à l'écorce de l'arbre, enfin au tissu sous l'écorce de l'arbre. On appelle ça des insectes sous-corticaux. Et donc, après, on a d'autres insectes qui sont des insectes xylomophages, et je pense qu'on va les voir un peu plus loin. Donc, eux qui se développent dans le xylème. Donc, dans le processus de mortalité d'un arbre, les premiers qui interviennent, ce sont les scolites sous-corticaux, les écorces, qui interviennent sur des arbres qui présentent un niveau d'affaiblissement important ou un niveau de population très important des scolites. Donc, ça, c'est une histoire, un combat entre la vitalité de l'arbre et le niveau des populations des insectes. Les seconds, ceux qui sont les xylomophages, donc qui font des galeries dans le bois, eux, ils interviennent pratiquement sur des arbres qui sont morts morts ou moribonds. Ce que je voulais simplement vous dire, vous qui utilisez transformer du bois, c'est qu'il n'y a pas de lien, en tout cas, entre les scolites qui interviennent et qui attaquent les bois en forêt et les bois d'œuvre. Ce ne sont pas du tout les mêmes insectes. Donc, ce n'est pas parce que des insectes ont été attaqués, il y a eu de la piqûre en forêt sur les bois, que ces insectes-là, ils vont rentrer dans le bois d'œuvre et vont attaquer les charpentes. Donc, après les scolites, il y a différentes familles. Il y a différents insectes qui sont tous souvent, qui se reconnaissent, alors bien sûr en regardant l'insecte, mais qui se reconnaissent surtout par rapport au dessin qu'ils provoquent sous les écorces. Donc le dessin sous les écorces, donc souvent il y a un nom graphe parce qu'en fait ils écrivent sous l'écorce.
Et ce dessin-là nous permet de voir comment il fonctionne. Donc, globalement, on a un arbre qui est attaqué parce que les insectes le ressentent affaibli. On a une galerie maternelle qui est établie avec des pontes qui sont déposées de chaque côté. Et puis après, un développement, ces pontes-là vont éclore et vont provoquer un développement larvaire de manière perpendiculaire. Tout ça, ça va tuer les assises génératrices de l'arbre. Et donc, l'arbre, il va être asphyxié. Donc, généralement, les scolites, c'est plutôt bien fait comme système. C'est-à-dire qu'ils ont des phéromones d'agrégation. Quand ils ressentent un arbre, il y en a un qui va le tester. Il va dire, là, c'est bien l'essence qui me convient. Et donc, il émet des phéromones d'agrégation. Et donc, d'un seul coup, il est aidé par des milliers d'autres. S'il était aidé sans régulation, eh ben, au bout d'un moment, ils viendraient trop nombreux, donc ils n'auraient pas assez de place. Donc, c'est à ce moment-là quand ils sont trop nombreux à avoir commencé leur dispositif de forage, ils émettent des phéromones de répulsion et ils arrêtent d'attaquer cet arbre-là, mais ils attaquent l'arbre autour. C'est pour ça que dans les dégâts de scolytes, on a souvent des attaques en tâches. Ce n'est pas des arbres isolés, c'est des tâches. Et donc, c'est bien ce phénomène de phéromones. Alors, voilà, vous avez le système de galeries ici, avec la chambre d'accouplement, les galeries maternelles et puis les galeries larvaires. Donc après, il y a un cycle de développement en fonction d'altitude. Voilà, donc 2 générations en moyenne montagne, une en haute montagne. Et encore, ça dépend des années. C'était le temps d'avant. Maintenant, avec le changement climatique, c'est très, très compliqué. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que des années comme cette année, on a quasiment 3 générations. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 générations de scolites, donc ça débute très tôt, au mois d'avril, et puis les scolites, ils arrivent à voler jusqu'au mois de septembre. Donc, plus on a de générations, plus on a de potentiel de dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tuer 1 mètre cube de bois, il faut 3000 insectes. Il émerge d'1 mètre cube de bois 30 000 insectes. Donc, ça veut dire que pour 1 mètre cube scolité à la génération 1, ça peut en faire 10 à la génération suivante, et ça peut en faire 100 à la génération suivante. Bien sûr, il y a des facteurs de régulation qui sont le climat, la régulation des arbres, et puis tout un tas d'insectes, parasites et parasitoïdes des scolites. Donc, ce n'est pas des insectes invasifs, ces scolites, mais c'est bien des insectes de nos écosystèmes, mais qui pullulent à l'occasion de fragilités particulières. Et les scolites, les scolites cambiophages, ils émettent de la sueur rousse. Il y a un combat entre l'arbre et sa vitalité et puis les scolites. Hein, donc, je vous ai bien expliqué la quantité. Plus l'arbre a de la vitalité, plus il faut d'insectes pour le tuer. Et les scolites sont capables de tuer des arbres en pleine vitalité si le niveau des populations le permet. Donc, c'est pour ça qu'on a des phases épidémiques dans les scolites. Et donc, les scolites xylophages qui viennent dans un deuxième temps, eux, ils font des galeries dans le bois. Les premiers signes d'attaque, c'est de la sueur blanche qui apparaît sur le tronc. Et les larves ne consomment pas de bois, mais elles se développent à l'intérieur de ces galeries créées par la galerie maternelle. Et elles sont mycétophages, c'est-à-dire qu'elles consomment les champignons qu'il y a à l'intérieur de ces galeries-là. Et ces champignons, on appelle ça la piqûre noire. Les forestiers, vous connaissez ça. Hein, de toute façon, les transformateurs, quand au mois d'avril, mai, là, les bois pissent la sueur, et puis on a cette sueur blanche qui ressort, et ça fait, quand on coupe les bois, on voit ces traces. Alors, le typographe, c'est vraiment le principal ravageur des scolites épicées en Auvergne-Rhône-Alpes. La colonisation d'un arbre est toujours massif. Le développement des larves détruit l'hiver. Et donc, vous avez tout le cycle ici, avec d'abord la sueur, après les galeries maternelles, le développement des galeries larvaires, l'arbre qui commence à changer de couleur ou perdre son écorce, et puis qui prend un caractère vraiment dépérissant. Donc, les premiers signes, en fait, qu'il faudrait arriver à tester, c'est ça. C'est quand on a le début de l'attaque, c'est là où on pourrait intervenir. On a à peu près 1 mois pour bloquer le cycle des scolites. Sauf qu'on n'est sans doute pas assez nombreux dans les forêts, que les premiers signes de repérage, c'est quand même compliqué à voir. Il faut parcourir les massifs. Ce n'est pas tous les massifs qui sont faciles à parcourir. Et donc, souvent, on intervient en repérage des scolites quand on a ce début de chute d'écorce. Et là, les scolites, ils sont carrément, pratiquement déjà en fin de cycle et partis. Et ont quitté les arbres. Et donc, après, la récolte, elle se fait souvent quand on commence à avoir un basculement dans le houppier plus ou moins discret. Donc, c'est très, très compliqué, en fait, de bloquer le cycle des insectes. Ça nécessite vraiment une pression de surveillance très importante.
Donc, le cycle des insectes, il y a des phases épidémiques qui sont liées en facteurs déclenchants après des chablis ou après des sécheresses. Ça, c'est un peu nouveau. Avant, les scolytes, ils se développaient après une tempête. Dans les 3 à 4 ans qu'il y avait une tempête, parce que la tempête met beaucoup de bois à leur disposition, et donc ça sert de support de reproduction, ça fait monter le niveau des populations, et après ça se reporte sur les bois secs. Là, les crises qu'on a depuis 2018, c'est quand même plus lié à des sécheresses et des affaiblissements massifs des forêts. Toujours est-il que ça aboutit à la même conséquence, faire monter le niveau des populations et derrière les scolytes qui ont un fonctionnement épidémique et des tâches de mortalité qui sont de plus en plus grandes. Donc la dynamique, elle est suivie à partir de la récolte en forêt publique sur le territoire. Et donc, vous voyez qu'on a eu une phase post-2003, 99-2003, là où on a eu pas mal de dégâts. On a eu une phase en 2015 où on a eu un niveau de montée des populations. Et puis après 2016, il s'est mis à pleuvoir. Et donc, ces dynamiques se sont effondrées. S'il pleut tout le printemps, les scolytes ne volent pas, les arbres ont de la vitalité pour réserver, et donc le niveau des populations peut s'effondrer. Donc c'est toujours très difficile de faire de la prognose. Et donc ici, on voit les dommages sur les 4 départements. Les dommages sont sans doute les plus importants dans l'Ain. C'est là où on a la montée en puissance la plus importante des dégâts de scolytes. Et puis sur les Savoies, le niveau des populations et des dommages en tout cas, et en stabilité à un niveau qui est quand même relativement élevé et inquiétant. Donc, sachant que là, on n'a pas les données de l'année 2022, parce que l'année 2022 est quand même une année, encore une fois, particulière. Les informations sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est globalement, on a des dommages qui sont très. Oui, je vous ai mis quelques données là sur des données de piégeage scolyte. On fait du piégeage scolyte pour voir à quel moment ça vole et donner des consignes aux gestionnaires sur de l'observation. Je vous ai mis ici le cycle globalement et le nombre de générations potentielles. Donc habituellement, on est rarement à 3 générations, et là vous voyez en rouge 3 générations, 2 générations, 1 génération. Donc une dynamique qui prend de l'ampleur. En tout cas, des conditions climatiques très favorables au cycle des scolytes en 2022. Et donc, si je reviens sur une évaluation générale des dommages sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la zone la plus sensible reste la zone Bugey, sur le département de l'Ain, où on a énormément de foyers de scolytes qui sont en train d'apparaître actuellement, qui sont apparus en cours d'été. Et donc beaucoup de petits foyers, ça progresse en altitude. Et puis, je ne parle là que de l'épicéa, parce que sur le sapin aussi, il se passe pas mal de choses. Sur la zone Massif central, qui était une zone qui était jusqu'alors, le massif de l'Ain, il y a quand même, depuis 2018, on a des soucis sur ces massifs-là. Le Massif central, on n'avait pas de soucis, mais on a une augmentation quand même très forte sur la partie ouest, Massif central, des dégâts de scolytes avec des situations de certains massifs hors de contrôle. Massif très fragilisé par aussi des premières générations forestières très monospécifiques et avec la présence de pathogènes secondaires, mais aussi en facteur déclenchant ces sécheresses qui ont été très intenses. Les secteurs où on a peut-être un peu moins de soucis, c'est le centre Massif central, c'est là où sont le maximum de la ressource. Et puis voilà, sur la zone Alpes, je considère qu'on a plus de petits foyers, qu'on a où on a le plus de soucis, c'est quand même à proximité des coupes. Ça, les forestiers locaux pourront peut-être nous confirmer tout ça. On a quand même quelques massifs où c'est en train de mal se passer très récemment. Voilà, je pense autour d'Annecy, il y a quand même quelques. Le Semnoz, j'ai entendu parler de ça encore cet après-midi, avec beaucoup d'inquiétudes sur ce massif-là. Ouais. La vallée du Gipre, alors j'avais noté le Vercors. On a aussi des foyers qui sont en train d'apparaître dans le Vercors, alors c'est pas sur les Savoies, mais sur le département de l'Isère. Dans le Chablais, Faucigny, Gifre, et puis Massif de Beldonne et Chartreuse aussi, où on a de plus en plus de petits foyers. Donc on n'a pas encore les dommages de l'année 2022 et le thermomètre, mais on est quand même relativement inquiet. Donc les indicateurs, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau des populations initiales était globalement, en dehors des Chablis, était plutôt faible, mais on a une intensification du cycle en 2022 avec plus de scolytes,
Les dégâts visibles, ils commencent à apparaître. Il y en a qui sont visibles depuis fin août, mais il y a d'autres arbres qui sont en train de basculer. Ils vont basculer en cours d'hiver et jusqu'au débourrement au printemps prochain. Donc un cycle quand même avec un automne très particulier qui a pu se poursuivre en été et surtout après. Et puis voilà ce que je vous ai dit, hein, c'est les dommages qui vont apparaître en cours d'hiver. Donc la stratégie, je ne vais pas trop m'apesantir, ça c'est quelque chose pour les forestiers, mais globalement ce qu'il faut habituellement c'est mobiliser plus facilement les chaplis, puis faire de la surveillance des peuplements en essayant de faire ce repérage précoce et puis une neutralisation et une évacuation rapide. C'était la politique des pays de Savoie qui apportait une aide là-dedans dans le repérage et puis dans la mobilisation de ces chablis pour essayer de les neutraliser et puis de les valoriser aussi. Parce que ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forestiers ils travaillent avec la filière et que si la filière ne demande pas ces bois-là, le travail en forêt et les luttes qu'on peut faire ne sont pas efficientes. On n'a pas les moyens d'intervenir s'il n'y a pas derrière cette lutte qui est possible. Donc, en l'apparition d'une situation épidémique, et je vous dis pas qu'on en est là, mais qu'on s'en rapproche. Voilà, on n'est pas dans le niveau des dégâts de Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Il faut savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, depuis 2018, on est à 19 millions de mètres cubes qui ont été détruits par les scolytes. Et sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, on est à peu près, en 2021, on était à 1 million de mètres cubes. Donc le niveau de dommages est sans commune mesure entre les deux territoires. Voilà, j'ai essayé de faire vite, je me tiens à votre disposition pour les questions, mais voilà, sachez que sur le terrain, vous avez les correspondants observateurs du DSF, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site internet de la DRAF, et puis n'hésitez pas à faire appel à eux pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Hein. En forêt, il ne faut jamais agir sur la peur, ça c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux propriétaires forestiers, il faut prendre le temps de la gestion et le temps de prendre des bonnes décisions. Merci beaucoup. On a un petit temps de questions. On aura un temps de débat après plus long, mais si vous aviez déjà des questions sur la première intervention, c'est le moment. Les arbres scolytés, c'est très compliqué à donner ces informations-là. C'est parce que les attaques de scolytes, en fait, c'est pas des choses qui sont diffuses. Donc, en fonction, en fait, il faudrait cerner ça par tranche altitudinale, par versant. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer dans nos territoires et dans vos territoires de Savoie, c'est il y a des gestionnaires, on dit tout ça. On a les épicéas en zone de basse altitude vont petit à petit disparaître et la dynamique scolyte, elle est en grande partie responsable de cette disparition, avec bien sûr un problème d'épicéas de basse altitude. Donc il faudrait cerner aussi, on a des outils de la télédétection spatiale qui est utilisé pour essayer de cerner tout ça, sauf que ça marche bien en zone de plaine, en forêt monospécifique, et puis dans les forêts mélangées des Alpes, on a quand même des gros soucis, on n'arrive pas à déterminer tout ça. Donc nos indicateurs, c'est essentiellement les volumes qui sont mobilisés en forêt publique, parce qu'eux, ils ont une technique de marquage et de martelage des bois. Donc c'est le meilleur indicateur. Je ne réponds pas à votre question sur le pourcentage d'arbres, mais parce que voilà, on a des tâches qui font 3 arbres et puis on en a qui font 2 hectares. Et que là, je ne vous ai pas mis les photos de Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté, mais il y a des foyers là-bas qui faisaient des centaines d'hectares. Dans le public, on est à 25% de nos épicéas qui sont scolytés en cours. Par rapport à votre récolte. Oui, en épicéa. En course d'autres essences, mais sur l'épicéa, c'est pas 25%. Ça va, ça va. Privé, CNPF, on a les mêmes proportions en termes d'attaque. Après, si vous voulez donner des notions de volume, il y a à peu près 18 millions de mètres cubes de bois sur pied sur les 2 départements. Et on exploite à peu près 500 000. 1%, ça fait à peu près 100 000 mètres cubes pour être
phase d'attaque, c'est-à-dire 2015, les années où c'était très fort, ça repart assez fort, notamment, pas été évoqué par Olivier, mais sur le pays du Mont Blanc, là, on a des très impactés. Je ne suis pas certain que ce soit solide. C'est lié à des ruptures de colonnes d'eau, enfin, vraiment de la sécheresse, et puis après, il y a le solide qui arrive dedans et qui se gave. C'est acidrique, ça provoque ça, c'est gazeuse sur les arbres, mais après la dynamique, elle permet de monter en puissance, et puis après, c'est les scolites qui remettent. Sur les épicéas, globalement, le diagnostic est assez facile parce qu'un épicéa qui boite, il est attaqué par les scolites, alors qu'avec un Douglas qui boite, il a peu de scolites qui viennent dessus. Non, c'est pas les mêmes espèces. Non, 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 ils attaquent pas. Je n'ai pas parlé des espèces. Globalement, sur les épicéas, les scolites sous-corticaux, donc sont le typographe et le calcographe, sont les principaux. Et puis après, les agents de piqûre, donc c'est le scolite liseré qui est le plus connu, mais après, il y en a plein d'autres. Et donc, ceux-là, c'est les xylémophages qui rentrent. Et généralement, ils interviennent à quelle distance Ils interviennent, les xylémophages, dès qu'on a une baisse très forte pas de la vitalité, mais du fonctionnement de l'arbre. Et donc, c'est sur des arbres qui sont quasi morts. En général, ces agents de piqûre, on les trouvait sur les grumes. C'est-à-dire que sur les bois façonnés qui restent en forêt au mois d'avril, là, les utilisateurs du bois, ils savent très bien qu'à ce moment-là, il y a risque de piqûre. Donc, c'est sur des arbres qui ne fonctionnent plus. Vous avez expliqué que dans certaines zones, le développement des scolites était hors de contrôle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de mesure à prendre, c'est juste une observation et attendre que ça se calme tout seul. Enfin, c'est quelques massifs dans la partie auvergnate. Là, en fait, c'est des massifs qui ont été ouverts par des crises tempêtes et puis après scolites. Et les scolites, là-dedans, ils progressent à une telle vitesse que les forestiers n'arrivent pas à marquer, à évacuer le bois en continu. Mais bon, c'est des massifs qui sont assez monospécifiques, cette première génération, mais quand même, c'est très, très impressionnant. C'est pas en plaine, c'est à 1100 mètres d'altitude et c'est sur le massif du Sancy, en fait, c'est sur les bordures du massif du Sancy. Bon, c'est des peuples, on a dans ces coins-là subi des crises climatiques qu'on n'avait jamais subies jusqu'alors aussi. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ces forêts-là, elles vont être récoltées. Leur avenir est déjà définitivement compromis. Donc, on va être obligé de tout mobiliser. L'avenir de ces massifs, on va reconstituer, on est en train de reconstituer avec des choses un peu plus mélangées. Et donc, il n'y a pas de problème particulier. C'est des très bons sols, c'est des stations très favorables. Mais là, en fait, on a abouti à une déstructuration des massifs par quelques à-coups climatiques, des massifs fragilisés, je vous ai dit, par leur monospécifisme aussi. Et puis cette crise climatique, et puis la montée en puissance des scolites qui fait que je vous ai dit 1 pour 10. Mais bon, un foyer de scolite, ce n'est pas un arbre, c'est des fois 10 arbres, 20 arbres, 30 arbres, 50 arbres. Et donc, avec 3 générations potentielles, ça va très vite. Et là, c'est des zones où on n'a pas réussi à suivre. Ça ne représente pas un nombre de massifs énorme, ça représente des massifs qu'on connaît, mais c'est des massifs qu'on va voir disparaître. Vous avez indiqué que les scolites étaient sensibles aux phéromones. Est-ce qu'on pourrait imaginer des pièges? Est-ce qu'il en existe des pièges à phéromones pour des moments de reproduction les plus lourds? On l'a fait. On l'a fait après les grands épisodes de 82. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, ce qu'il faut noter, c'est qu'un piège de scolite capture 1/10 de ce que produit un arbre d'1 mètre cube. Donc un foyer, c'est déjà plusieurs arbres. Donc un piège, c'est pas le problème si on ne parle pas de coût. Mais bon, il faudrait 10 pièges par arbre. Et donc un foyer de scolite, c'est de 10 arbres, il faut 100 pièges pour capturer tout, en admettant qu'ils aient bien envie de venir dans leur piège. Donc
La méthode la plus efficiente, c'est repérage de la surrousse et puis mobilisation, évacuation du bois très rapidement. Puis surtout des mesures préventives, n'est pas de laisser des bois façonnés manuellement en bord de route pendant la saison de végétation entre mai et septembre, parce que ça, c'est des supports de reproduction pour les insectes. Et derrière, après, ils se reportent sur les peuplements. Et pardon, semble-t-il, après, la diversification, c'est un moyen de diversification des essences, un excellent moyen de lutter contre ces choses-là. En tout cas, c'est pas pour autant qu'on aura, c'est pas en mélangeant les essences qu'on aura moins de dégâts de scolytes, mais en tout cas, les scolytes, ils sont spécifiques. En tout cas, le typographe, il attaque assez peu d'autres essences. Hein. Et donc, si vous avez du sapin à côté, ben, c'est pas le typographe qui va tuer le sapin. Bon, il y a d'autres scolytes sur les sapins, mais en tout cas, plus on mélange, plus globalement, ça fait des barrières. Bon, il y a quelques substances, il y a quelques essences. On parle du bouleau, par exemple. Le bouleau, il émettrait des substances un peu répulsives. Alors, c'est pas lui qui va résoudre le problème en phase épidémique, mais de temps en temps, de laisser quelques autres essences dans nos peuplements, même si elles ne nous paraissent pas avoir une utilisation, ça peut être globalement positif pour les forêts. J'ai une question, vous avez parlé de forêt de passage d'altitude. Pour vous, c'est quoi du coup la hauteur? C'est une question simple, mais la réponse est complexe parce que ici, vous avez les effets versants et tout ça. Et que moi, je travaille sur Auvergne-Rhône-Alpes, 12 départements, et que j'aurais plutôt tendance à laisser les forestiers locaux répondre, mais 800 mètres, c'est l'altitude globalement moyenne au-delà duquel, normalement, on a moins de soucis, mais normalement. Merci. Parfait. Super. Alors déjà, je suis désolée de ne pas être parmi vous, j'ai pas pu venir, mais je suis ravie quand même de pouvoir discuter un petit peu sur pourquoi et comment construire un épicé à scolyté. Donc merci au pôle Excellence Bois d'avoir fait cet excellent choix. Et puis moi je vais vous présenter une étude qu'on a commencé FCBA. FCBA, c'est un centre technique industriel forêt, bois, cellulose, construction, ameublement. On l'a commencé fin 2021 parce qu'effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, alors là, c'est financé par la Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu cette épidémie forte, très forte d'épicéa scolytés, donc les scolytes qui ont attaqué. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a eu des aides de l'État pour mobiliser les bois et surtout les transporter dans la région Aquitaine pour faire de la palette. Nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi de garder nos bois en Bourgogne-Franche-Comté parce que la ressource, elle est quand même importante. Donc, cette étude est terminée depuis fin juillet, fin août 2022. Donc, vous avez quand même presque une primeur des résultats sur cette intégration des épicéas scolytés en éco-construction. Le but du jeu, c'était vraiment de prouver que les épicéas scolytés sont utilisables et qu'on doit les utiliser. Et l'étude a été financée par l'ADEME, donc c'est pour ça que vous avez le logo de l'ADEME. Et on était 3 partenaires. Alors, FCBA était le partenaire technique. Le cluster Robin, qui est un cluster d'entreprises de Bourgogne-Franche-Comté qui travaille sur le réseau des ouvrages biosourcés innovants. Et dans ce cluster d'entreprises, il y a des promoteurs, il y a des constructeurs, il y a Techicea, il y a FCBA. Donc, c'est vraiment des industriels qui veulent utiliser la ressource locale et construire en bois. Et puis, il y a l'interprofession Fibois Bourgogne-Franche-Comté qui va nous aider à dispatcher les résultats. Et comme c'est financé par l'ADEME, ça veut dire qu'on peut partager les résultats à tout le monde. Le contexte, donc en Bourgogne-Franche-Comté, les attaques, elles ont commencé en 2018 avec des volumes en augmentation forte. Les PCR ont été touchés à des altitudes de plus en plus élevées, une forte dépendance des conditions climatiques saisonnières et un risque accru avec le réchauffement climatique. Quand je dis que c'est élevé, on a ici le premier plateau du Jura, on va dire que c'est de la plaine, hein, donc de toute façon là, les épicéas sont en train de disparaître fortement. Le deuxième plateau, on monte jusqu'à 1900 mètres et on voit que depuis en 2018, 2019, 2020, l'augmentation des attaques était quand même assez importante. Et depuis 2019-2020, le Haut-Jura a été touché aussi. Le Haut-Jura, c'est les rousses, c'est 1500 mètres. Donc, je ne vais pas être c'est pas très positif ce que je dis, c'est pas très optimiste, mais quand les bestioles n'ont plus rien à manger en plaine, elles montent dans le Haut-Jura. On avait des incertitudes quant à la transformation, le développement du bleu après que l'épicéa soit coupé, quel impact des épicéas scolytés sur la transformation, parce qu'on peut continuer à utiliser les épicéas,
Et on se posait des questions sur les propriétés du bois. Est-ce qu'on peut continuer à l'utiliser ou pas? Vu la quantité d'entreprises qui peuvent être touchées, vu la quantité de bois qui était par terre, donc je pense que cette étude, elle était essentielle. On a beaucoup travaillé sur le bleuissement et on sait que le simple bleuissement n'impacte pas les propriétés mécaniques. Donc cette étude, comme il fallait aller vite, on s'est dit, le bleuissement, on dit que ça n'a aucun impact sur les propriétés mécaniques. On va plutôt travailler sur le sciage, le séchage et le collage jusqu'à la tenue des finitions. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on est d'abord allé en forêt. On a fait l'étude, c'était des étapes les unes à la suite des autres pour tracer les arbres, puis les grumes, puis les planches. Ce qui est important, c'est de vraiment aller voir ce qui se passe sur notre territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a choisi et récolté des épicéas sur une même parcelle selon 3 modalités d'attaque. Des bois sains, qu'on voit ici, donc c'était le contrôle pour avoir les bonnes données, des bois scolités frais, des bois scolités vieux et des bois scolités secs. Parce qu'en fait, généralement, dans les parcelles, on avait toutes les modalités. Donc, on a vu qu'en fonction de la sévérité de l'attaque, on pouvait avoir 4 catégories d'épicéas. Donc là, on a travaillé avec le DSF, avec l'ONF, avec les propriétaires privés, voilà, et les interpros pour essayer de trouver des choses représentatives de ce qu'il y avait en Bourgogne-Franche-Comté, sachant que le Grand Est, c'est malheureusement exactement la même situation. L'étape pour tracer les arbres, puis les grumes pour les planches, on a voulu surtout que ce soit rapide et pas cher, parce que on n'allait pas mettre des plaquettes de partout. Donc, ce qu'on a fait, on a marqué avec des couleurs. Et c'est quelque chose de très, très facile. Avec les bois sains, on les a contrôlés. Le contrôle, on les a marqués en jaune. Les bois frais en bleu, les bois vieux en vert et les bois secs en rouge. Et puis, on a marqué les billes de pied également, la première surbille, la deuxième surbille et la troisième surbrise. Donc, on a pu avoir une modalité en fonction de l'attaque, en fonction de la position, et puis suivre de la grume jusqu'à la planche. Donc, tout d'abord, on est allé scier. Alors, les sciages, ils ont été réalisés chez des scieurs de Bourgogne-Franche-Comté. On ne voulait surtout pas embêter le processus industriel. Donc, on est allé chez eux. On a respecté le fonctionnement de la scierie et les mesures de paramètres comparatifs. Les grumes ont été sciées les unes à la suite des autres en groupant par modalité d'attaque et en intercalant une grume hors étude entre de l'eau pour respecter la traçabilité et pas de modification du process de la scierie. On a fait des chronométrages en scierie, donc il y a plein de gens qui y sont allés pour ces opérations de sciage par modalité d'attaque pour mesurer et puis voir l'impact sur la vitesse du sciage. Et puis on a classé, cubé les sciages à l'issue des procédés pour calculer les rendements matière et les rendements qualitatifs. Donc, voici les résultats sur l'impact de l'attaque des scolites sur le procédé de sciage. Donc, on voit que de toute façon, l'attaque, les bois sains, les bois frais, les bois vieux et les bois secs, il y a une énorme différence entre les bois sains et les bois secs, et puis c'est à peu près stable au niveau des scolités vieux ou frais. Mais de toute façon, on a eu un impact de l'attaque à 2 niveaux. Au niveau de la vitesse de sciage, elle est diminuée pour les bois les plus attaqués. Et il y a aussi une baisse du rendement matière pour les bois scolités, qui deviennent des bois déclassés pour les sciages issus d'arbres secs. Donc, vraiment, les scolités secs, c'est les pires. Donc, quand on dit qu'il faut sortir les bois rapidement, les mettre sous eau et puis réagir vite, c'est justement pour ne pas avoir ces problématiques-là. En gros, si vous devez garder quelque chose en tête, c'est qu'il y a une baisse de rendement qui est située entre 10 et 15%. Quand on a vu qu'il y avait cette baisse de rendement, après, on peut, si les arbres sont sains ou scolités frais et scolités vieux, sans travailler sur les secs, on peut diminuer cette perte de rendement. On a essayé de travailler sur le séchage, on a travaillé sur le séchage et mesurer l'impact de l'attaque des scolites sur le procédé de séchage. Là, par contre, on n'a pas voulu travailler chez un sieur parce qu'on voulait vraiment suivre finement les étapes du séchage et vraiment travailler chez nous au FCBA. Donc, toutes les planches ont été envoyées à Bordeaux pour avoir des résultats indiscutables. Donc, on a travaillé sur les 3 lots qui ont été constitués de matière homogène avec les différents types d'attaques. Donc, pardon. Les sains avec les frais, les vieux, les scolités. Et on a mis en place un cycle classique pour l'épicéa en comparaison du comportement des sciages sur les paramètres suivants. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a fait. Et on a mesuré la teneur en humidité,
la présence de poches d'eau, les collapses et des fentes. Et en mélangeant les lots, alors c'était, voilà, on a fait des lots homogènes qu'on a mis ensemble dans le four pour ne pas avoir d'effet de biais ou de choses qui puissent être pas forcément bien contrôlées. Donc, pour le séchage, les résultats, quand on a travaillé sur le niveau de la détection des poches d'eau, on a mesuré la teneur en humidité après séchage sur 5 points selon la longueur. Et en fait, on n'a trouvé aucune poche d'eau qui n'a été détectée sur toutes les planches. Donc, l'attaque des scolites ne crée pas de poche d'eau. C'est déjà pas mal. Au niveau des collapses, on a tout regardé et on n'a trouvé aucune collapse, ni en plus ni en moins. Et donc, il y a une corrélation possible entre collapse et poche d'eau. Donc, ce n'est pas, enfin, le résultat est non surprenant. Donc, il n'y a pas de poche d'eau, il n'y a pas plus de collapse. Et au niveau des fentes et des déformations, on n'a observé aucune observation de fente ou de déformation hors les singularités des bois. Donc, ces résultats étaient quand même très encourageants. Donc, au niveau du séchage, on s'est dit qu'il n'y a pas de différence de comportement au séchage des bois scolités par rapport aux bois sains. Donc, l'homogénéité est inchangée à l'issue du séchage. Il n'y a pas d'apparition de problématiques particulières. Et les bois scolités peuvent être séchés dans les mêmes conditions que les bois secs. Donc, ça veut dire que pour l'industriel, il n'y a pas de modification du procédé de séchage. C'est bien sûr important de sécher vite pour limiter le développement du bleu. Et puis, donc, du coup, on peut mieux valoriser les bois. Donc, comme on était content au niveau du séchage, on est allé un peu plus loin et on a collé les planches qu'on avait fait avec les différents types d'épicéas scolités. Donc, on a travaillé sur l'impact de l'attaque des scolites sur le collage. La colle, on a utilisé la colle MUF parce que c'est celle qui est présente sur le marché. On a choisi des bois et on les a conditionnés à l'issue du séchage. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a mis, noir, bleu, etc. Donc, on a vraiment suivi tout ce qu'il fallait faire. Et puis, les planches sont passées en usinage et en collage. Il y a deux méthodes qui sont normalisées pour le collage, la méthode A et la méthode B. Et nous, on a utilisé la méthode B parce qu'elle est la plus discriminante, c'est-à-dire que c'est la pire pour essayer de voir des différences. Autant se mettre dans des conditions extrêmes. Donc voilà, on a utilisé cette méthode B. Et là, vous avez un schéma de tout ce qu'on est arrivé à faire et en collant. Donc les résultats, on a fait et refait. Et en fait, dans la norme dit que le résultat, s'il est inférieur à 4%, après un cycle de délamination, il n'y a aucune différence. Donc là, on voit que sur les poutres, aussi bien d'épicéas sains, d'épicéas frais, scolités frais, scolités vieux ou secs, il n'y a pas de différence. Donc, les résultats d'essai sont conformes aux exigences de la norme, alors NFEN 14080. Et donc, on peut prouver qu'il n'y a aucune influence significative du degré d'attaque de scolite sur la qualité du collage. Donc là, on a continué à travailler parce qu'on arrive à le couper, on arrive à le coller, à le sécher. Et on est allé un petit peu plus loin pour essayer de travailler sur la finition. Donc, on a travaillé sur la tenue de définition avec différents systèmes qu'on avait au laboratoire de Bordeaux. Et on a utilisé deux essais, le pendule de Persose et le Positest. Et on a fait avec ou sans vieillissement UV. Donc, on a choisi nos éprouvettes. On a appliqué de la finition en 2 couches et on a mesuré le grammage. Donc, on a utilisé un grammage plus fort pour les bois scolités secs parce qu'on voulait, c'est une observation qu'on avait déjà vue sur le pin maritime bleui. Et puis, on voulait voir s'il y avait un début de développement de mycélium qui augmentait la perméabilité de l'échantillon. Donc, voilà les différents niveaux, toujours en travaillant sur les différents niveaux d'attaque d'épicéa. On voit qu'il y a une distribution du grammage en fonction de la position, de la finition. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, hop, pour le vieillissement, dans la partie résultat, enfin, la finition, pardon, dans la partie résultat sans vieillissement en utilisant le pendule de Persose, on ne voit aucune différence entre les types d'attaque. Donc, ça veut dire que, voilà, sans vieillissement, la qualité de la finition était identique. Quand on a travaillé sur des bois avec vieillissement, pour le Positest, on voit des différences pour les bois secs en raison de la différence de grammage vraisemblablement.
Donc, il faudrait peut-être adapter le procédé si les finitions sur bois scolité sec, si on utilise ces bois vraiment secs pour la finition. Par contre, on n'a pas de différence notable avec les autres types d'attaques, sain, frais, sec et puis scolité vieux. En utilisant le pendule après vieillissement, pareil, on a une augmentation des valeurs de perceuse, donc on a un endommagement de la finition après vieillissement. Par contre, il n'y a pas de différence du comportement global en fonction des autres types d'attaques. Donc, les résultats sont conformes. Les résultats, le sec, de toute façon, il vaut mieux l'éviter et moins l'utiliser. Et puis, valoriser des épicéas scolités frais ou vieux. Donc, après vieillissement, on a une différence, pareil, en utilisant le positest, on a une différence entre les bois secs en raison de la différence de grammage. Pour toutes les attaques, une amélioration de la tenue de la peinture après vieillissement en raison de l'apparition de micro-fissures. Donc, ça, c'est pas mal. Et on a les mêmes tendances avant vieillissement. Donc, en conclusion, c'est super. Enfin, c'est super. Il faut maintenant essayer de matraquer ces idées-là, c'est-à-dire que il y a des choses il y a des petites variations quand même entre les bois scolités par rapport aux bois sains. Au niveau du sciage, on a des différences tant en rendement qu'en vitesse de sciage. Maintenant, si on ne scie pas les très très vieux, les très très secs, eh ben, on peut améliorer, on peut quand même les utiliser. Et on a des différences sur la tenue des finitions qui nécessitent d'adapter sans doute le grammage pour les attaques les plus fortes. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a des aspects essentiels qui ne présentent pas de variation des bois scolités par rapport aux bois sains, sur le séchage, sur le collage et sur la finition pour des attaques modérées. Donc, cette étude montre qu'on peut exploiter les bois scolités et les utiliser en construction, sous forme de lamellés collés notamment. Donc, voilà, c'est un épicéa scolité et on va faire comme si c'était des épicéas sains. Même s'il y a un petit peu de bleu, ben, moi, je trouve que le bleu, des fois, c'est joli à regarder. Et ça confirme l'intérêt d'exploiter rapidement les bois, de les sécher pour limiter les dégradations. Donc, la restitution, elle est rapide parce que le rapport, il n'est pas tout à fait fini. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens des CBA qui ont travaillé dessus. Alors, j'espère que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous pourrez prendre contact. Clément Lostis, qui est le spécialiste du séchage. Jean-Denis Lanvin, qui est vraiment quelqu'un qui travaille sur la qualité, le lien entre la qualité du bois sur pied et les mesures mécaniques. Et Philippe Fénard, qui est notre spécialiste scierie. Voilà, j'espère que vous êtes confiants sur l'utilisation des épicéas scolités. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pend au nez sur toutes les autres régions, hein, parce qu'on avait un peu d'avance sur les problèmes en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Le scolite ne connaît pas vraiment les frontières. Donc, ce qui nous est arrivé peut continuer et puis arriver dans d'autres régions. Je vais arrêter mon partage. Normalement, c'est bon. Et je suis à votre disposition pour des questions. Alors, voilà. C'est tout bon, on voit. C'est bon? Oui. On va encore un petit temps de questions-réponses, si jamais vous voulez. Bonjour madame, donc là, merci pour le travail effectué et puis la restitution. J'ai une question concernant le collage. Vous avez parlé de la bûche. Qu'en est-il de la PU? Est-ce qu'on peut faire une corrélation? Comment on peut utiliser vos essais pour justifier de la PU? On ne l'a pas fait parce qu'on a voulu aller vite et utiliser la colle qui est la plus utilisée. Là, par contre, on va continuer un petit peu ce projet justement en utilisant de la PU et puis en faisant des essais des tests mécaniques pour compléter la première étude. Donc, dès que si on a le financement, dès que j'ai les résultats, je pourrai vous les envoyer. Ce qui est important aussi, c'est que bien sûr, le PowerPoint sera à votre disposition et dès qu'on aura le rapport final, parce que dans le rapport final, il y a plus d'explications, plus de manifs, on pourra vous l'envoyer aussi, il n'y a pas de problème. Donc, la PU, suite au prochain numéro. Bonjour, une petite question sur les effets de bois scolité en termes de rendement et sur le sciage, la vitesse de sciage que vous avez observée. Il y a deux questions en une. C'est comment est-ce que vous expliquez peut-être brièvement le problème de la vitesse de sciage qui est modifiée? Et deuxièmement, est-ce que la question du rendement, c'est juste une question esthétique au niveau des bois qui sont évacués, enfin des sièges qui sont évacués?
Alors, je ne suis pas la spécialiste du sillage. Donc, merci pour ces questions qui sont super importantes. Je ne sais plus. Donc, je relirai le rapport et je pourrai vous répondre. Ou alors, vous laissez votre adresse mail et je vous réponds en relisant le rapport. Philippe Fénard, quand il est passé dans la Syrie, il a passé du temps. Donc, à mon avis, il y aura les réponses à vos questions. Mais là, je ne sais pas. Je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre aussi facilement. Aussi rapidement, pardon. Mais je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Moi, je suis de Fibois 01, donc j'ai vu pas des vieux dans le même endroit, voilà, c'est pas brillant. Donc, est-ce qu'on va durer entre le bois sec et le bois frais à l'échelle de temps? Alors, je suis désolée, c'était tout haché, je n'ai pas compris. Ma question, c'est quelle est la durée entre le bois sec et le bois frais? Quelle échelle de temps? Ah, alors, tout ça, ce sera dans le rapport. On a essayé de... Nous, on a travaillé, on ne pouvait pas non plus travailler sur toutes les phases et puis en disant, bon, on va attendre un petit peu et quel est le sec, quel est le frais. Ça, on a pris les données avec les gens du DSF et on s'est dit, ça, c'est un sain, ça, c'est un frais, ça, c'est un sec. C'est-à-dire qu'on est allé le voir en forêt. Après, tout ça, c'est dans le rapport, donc c'est... Je ne veux pas dire que c'est normé, mais c'est ce qu'on voyait, visuellement et on était tous d'accord. Après, c'est en fonction du rougissement, où est-ce qu'il est descendu. Donc, tout ça, on a estimé au mieux. La parcelle, après, elle a été caractérisée, elle a été identifiée. Donc, on sait quand est-ce qu'elle a été plantée, l'âge des bois. Après, oui, c'était du visuel, quoi. On a choisi visuellement avec les gens de l'ONF et du DSF. Donc, tout ça, c'est dans le rapport que je vous enverrai dès que je l'aurai. Je suis désolée, mais voilà. Mais c'est essentiel, quoi. C'est clair que quand on dit sec, frais, très sec ou vieux, scolité jeune, scolité vieux, tout ça, on l'a bien identifié. C'est le classique visuel qu'on utilise chez les forestiers. Voilà, donc pour le DSF, peut-être un petit peu répondre. Bois frais, donc indemne d'attaque. Scolité frais, ça veut dire qu'on commence à avoir une chute d'écorce, donc le houppier est vert. Et puis, il y avait trois catégories, non? Il y avait les secs et les Il y avait les secs. sains, il y avait les scolités frais, les scolités secs et les scolités vieux et scolités secs. Ce qui était sec, c'est que l'écorce était tout arrachée et elle était tombée par terre. Ça, c'était vraiment la catastrophe. Scolité frais, scolité sec. Scolité vieux, pardon, je vais y arriver. Oui, scolité vieux, c'est des bois qui ont perdu, qui n'ont pas perdu le feuillage, mais qui ont perdu, et le feuillage est rouge, donc il y a, entre les deux, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et puis après, scolité sec, c'est qu'il n'y a plus du tout, l'écorce est tombée, il n'y a plus du tout de feuilles. Et après, bon, la ramification fine qui était présente sur l'arbre, elle est en train de tomber. Donc là, on est à 6 mois. Quoi. Un peu plus pour l'attaque initiale. Bonjour à tous, donc je me présente, Sylvain Rochet, du bureau d'études TQCA. Donc, TQCA est situé à Pontarlier, dans le Haut-Doubs, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On a un bureau d'études spécialisé en construction bois. Donc on travaille sur différents projets, soit en équipe de maîtrise d'œuvre ou en exécution entreprise. Donc on est au bureau, on est actuellement 11 personnes. Et on est membre également de l'association IPC, Ingénierie Bois Construction, qui regroupe, c'est une association qui regroupe une soixantaine de bureaux d'études bois, dont un qui est présent ce soir. Voilà. Donc, effectivement, s'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle, si vous avez l'intention de construire en bois, vous choisissez votre architecte, certes, mais il faut y associer systématiquement des bureaux d'études qui soient spécialisés en construction bois, de façon à bien réaliser votre projet avec des gens qui connaissent bien la spécificité de la construction bois. Donc, ce soir, on est là pour parler du bois scolité. Donc, nous, il y a 3 ans en arrière, on a
on a fait le choix de construire nos bureaux. Et donc, on va vous présenter un petit peu la démarche qu'on a suivie pour la construction de nos bureaux. Donc là, je vous ai fait la présentation de notre bureau d'études. Ça, c'est bon, l'image de nos bureaux en phase de conception. Et puis là, dernièrement, il y a quelques temps, des bureaux qui sont pratiquement terminés. À savoir qu'on a déménagé hier. Hein, donc voilà, on s'est installé hier dans nos nouveaux locaux. Donc c'est vraiment tout frais. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est la démarche un petit peu globale qu'on a sur l'ensemble de nos projets et qui s'adapte tout à fait aux Bois-Scolitais. Donc nous, en tant que bureau d'études, quand on arrive sur un projet, sur un territoire, avant tout, quand on parle de territoire, on parle d'une histoire. Donc systématiquement, on fait un état des lieux de la disponibilité de la matière première, du résineux, du feuillu. Et, effectivement, quand on est en zone très, très scolitée, comme nous on peut l'avoir en Bourgogne-Franche-Comté, hein, on est très touché et on l'a vu dans les différentes présentations. Effectivement, c'est quelque chose qu'on intègre. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on fait une analyse de la filière locale. Nous, on a la chance à Pontarlier, dans le Haut-Doubs, d'avoir les forêts, d'avoir également les scieurs et différentes industries effectivement de transformation du bois, la deuxième transformation du bois massif à bouter, du lamellé-collé, et même il y a récemment du CLT maintenant. Donc on essaie effectivement d'analyser tout l'environnement de la filière pour déterminer les produits bois disponibles effectivement autour du chantier. Donc on le verra chez nous, c'est assez facile parce qu'on a un choix assez large, c'est-à-dire qu'on peut faire du bois massif, on peut faire du contre-collé, on peut faire du bois lamellé-collé, on peut faire du CLT. Donc tout ça à 30 km autour de notre chantier. Et quand on a cette démarche-là, et qu'on est confronté à la problématique des bois scolytés, c'est une ressource qui est très très importante aujourd'hui dans nos massifs. On se promène effectivement en forêt, c'est un petit peu compliqué parce que ça nous fait mal. Hein, parce que tous ces bois effectivement qui sont bord de route et qui ont du mal à trouver preneur. On a effectivement des propriétaires forestiers aussi qui ont du mal à valoriser leur matière première. Bon, ici, vous avez quelques images effectivement de taches de bois scolyté. Et on le voit bien ici, là, depuis 2016, on est en très très forte augmentation de bois scolyté. Et 2022 risque d'être aussi très, très compliqué. Donc, de ce constat, nous, effectivement, on a fait le choix. Alors, on a une démarche de bois local très forte chez nous, que ce soit chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, mais quand on travaille sur d'autres territoires, en région PACA, on a la même approche, la même démarche pour utiliser au maximum les bois locaux. Donc ici, effectivement, vous avez des bois scolytés ici qui sont stockés en forêt. Donc là, on est plutôt sur des vieux bois scolytés, ici sur du scolite frais. On est déjà à 1000 mètres d'altitude, on est très très touché par le scolite. Donc, on est dans cette démarche effectivement de mettre en valeur ce bois scolyté. Alors, quelques mises au point sur ces bois-là. Le scolite s'attaque au bois sur pied, certes. Par contre, il ne s'attaque pas au bois d'œuvre. C'est pas parce que vous avez des bois scolytés et que vous avez utilisé votre bois effectivement dans la construction que le développement va continuer et les bois vont être attaqués. Non, c'est-à-dire que à partir du moment où on l'utilise effectivement en bois d'œuvre, on arrête de tout ça. Enfin, le scolite est déjà parti. Hein.
C'est clair. Donc après, on peut avoir d'autres attaques, mais qui sont des attaques qui sont. Ce qui est important aussi, c'est que le scolyte n'altère pas les propriétés mécaniques du bois, et Nathalie l'a répété. En fait, on a juste un impact esthétique sur le bois bleu et sur les piqûres qu'on peut avoir sur ces bois transformés, qui sont attaqués en périphérie. Hein. Donc, effectivement, quand on va utiliser du bois scolyté, quand on va le débiter, on va avoir des traces de bleu, des traces de piqûres, mais ce n'est pas sur la globalité de la grume. Donc, effectivement, on a une disparité aussi importante en termes de. On n'a pas de lots de bois qui sont homogènes. On a du bleu, de la piqûre, on a du bois qui est du bois sain. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les bois scolytés sont conformes à l'utilisation en structure. On n'a aucun souci au niveau également réglementaire. Dans les classements visuels des bois, le bleu est accepté, la piqûre est acceptée également. Donc on va classer nos bois C24, C18. Et à partir de ce classement-là, effectivement, on va pouvoir travailler sur des bois d'industrie, hein, sur des bois d'ingénierie. Donc nous, ce qu'on a fait dans notre projet, c'est qu'on a utilisé du bois massif scolyté, mais aussi on a utilisé des bois d'ingénierie que sont le lamellicolé et le CLT. Donc on va le voir un peu plus tard, mais ce qui est très très important, c'est de bien définir le cahier des charges entre les sieurs et les industriels. Parce que nous, quand on a lancé la construction, donc on travaille avec des entreprises locales. L'entreprise Simona nous a été pressentie pour faire le bois lamellicolé. Donc nous, la commande était très claire, c'est faire du bois lamellicolé avec du bois scolyté. Et puis au bout de quelques temps, Christian Balanche m'appelle en me disant sinon on a un problème, c'est que les sieurs ne peuvent pas nous filer du bois scolyté, se disant qu'ils n'en ont pas. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, effectivement, c'est qu'une question d'échange et de bien définir les choses. J'appelle le sieur et Jean-Loup dit oui, si tu commences à nous faire avec ton bois scolyté, viens à la Syrie, je vais te montrer ce que c'est que du bois scolyté. Tu me dis si tu veux du bois scolyté. Donc, j'arrive, effectivement, et il me montre du bois. Je dis non, c'est pas du bois scolyté, c'est du bois pourri. Et effectivement, c'était du bois scolyté qui avait traîné en forêt. C'était du bois sec qui avait traîné en forêt, et le scolyte était parti depuis longtemps, mais par contre, il y avait d'autres attaques. Et en faisant le tour du parc des grumes, effectivement, j'ai dit ça c'est du bois scolyté. Il dit oui, c'est du bois scolyté, mais on le purge, voilà, on enlève effectivement le bleu, donc il y a de la perte en rendement. Donc, ce que je lui ai exprimé, je lui ai dit, en fait, c'est ce que je veux, mais par contre, on ne va pas purger. C'est-à-dire qu'on prend le bois scolyté et puis on va le débiter comme du bois frais. Et donc, effectivement, on voit ici hein, les planches qui sont attaquées, qui ont du bleu, qui peuvent avoir de la piqûre. Donc là, on est en sortie de Syrie. Et la problématique effectivement du sieur, c'est que pour lui, il y a une incompatibilité entre bois scolyté et du bois livré à un lamelliste. Parce que surtout Simona a la qualité du bois lamellicolé, elle dit attends, j'envoie ça, mes charges elles vont me revenir. Donc on a trouvé un terrain d'entente. Donc nous, on a acheté les lamelles au sieur, séchées, calibrées. On les a livrées chez Simona, et Simona nous a fait une prestation de collage. Voilà. Et donc, on a réussi à s'en sortir effectivement comme ça. Donc, c'est important de bien définir effectivement ce cahier des charges. Et on se rend compte qu'en fait, les sieurs, les industriels peuvent se parler, mais aussi, c'est qu'on doit avoir des maîtres d'ouvrage qui doivent bien exprimer aussi ce qu'ils veulent. Alors, un maître d'ouvrage n'est pas un connaisseur, mais nous, bureau d'études, on sait parler aux maîtres d'ouvrage. On sait définir les choses, on sait leur expliquer les choses. Et nous, sur beaucoup de projets, effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, on lance des appels d'offres où on demande du bois scolyté. Avec effectivement des charges, des choses qui sont bien claires, de façon à ce que, les engagements soient pris en connaissance de cause. Et ce n'est pas parce qu'on met du bois scolyté dans un appel d'offres
Après, derrière, il faut faire un travail parce qu'il faut que les entreprises, effectivement, fassent suivre effectivement le message au niveau de ses fournisseurs. Parce qu'il faut que toute la chaîne puisse suivre. Donc là, on est chez Simonin, à gauche, avec voilà, les lamelles qui sont débitées. Ici, on a le lamellé collé, scolité. Alors, vous voyez le bleu, alors peut-être avec la lumière, on ne voit pas trop, mais oui, les lamelles, on a du mélange. On a vraiment du mélange, effectivement. Et là, on voit bien les traces de bleu. Donc, ça, c'est le lamellé collé mis en œuvre. Donc ici, voilà, voilà, effectivement, je vous montre la photo peut-être avant. Hop, voilà. Donc, on voit bien le contraste, là, on voit bien les traces de bleu. Donc, sur le lamellé collé scolpté, ça apporte un certain esthétisme. On l'accepte, notre maître d'ouvrage. Et ce qui était assez facile sur notre projet de construction de bureau, c'est que c'est maître d'ouvrage, maître d'œuvre d'exécution, donc voilà, les décisions sont plus faciles à prendre et effectivement, il y a un seul et même interlocuteur. Donc ici, là, vous avez des éléments d'un mur rideau avec lamellé collé sculpté, ici des lamellés collés également. Et on a utilisé du CLT sur notre projet également, qui vient de Mignot-Villars dans le Jura, hein, également à côté du chantier. Par contre, eux, c'était plus simple parce que le Boss-Qualité, il le revalorise déjà dans les plis intérieurs du CLT. Donc, effectivement, là, ça a été plus simple. Là, on a quelques photos, effectivement, en phase chantier. Et puis, vous voyez, par exemple, là, on a des... Ça, c'est pas un problème de Boss-Qualité, c'est qu'on n'a pas voulu tout soit trié. Donc, ici, c'est un manque de matière, hein, ici, là, de la même. Mais voilà, on acceptait ces singularités-là. Vous avez également du bois lamellé collé. Là, on est chez Xlam, à Mignot-Villars, 27 km du chantier. Voilà quelques chantiers, quelques photos en phase chantier de montage. Donc en fait, on est sur un système de mur-ossature bois périphérique, mur-ossature bois en bois massif scolité, remplissage laine de bois, isolant par extérieur, panneau rigide, laine de bois également. Et puis à l'intérieur, on a un système de poteau-poutre lamellé collé, porteur de dalles CLT. Et les dalles CLT portent de façade à façade sur 14 mètres de large. Voilà, là, en phase de montage du R+1. Donc, en rez-de-chaussée, on a fait un cofinancement en fait, avec un expert comptable, un bon expert comptable qui a pris le rez-de-chaussée et TKCA a pris l'étage. Donc, on est sur deux fois 250 mètres carrés. On est sur exactement 548 mètres carrés au total. Alors, ça, c'est un petit graphique que je présente aussi rapidement, qui est aussi en dehors du Boss-Qualité. On est plus sur, quand on parle de filière courte, on essaie de parcourir le moins de distance possible par rapport aux transformations. Et on se rend compte, effectivement, sur tous les projets, c'est que moins on va apporter de transformation au bois, moins de distance il veut parcourir. Donc, si on est en bois rond, effectivement, l'arbre dans la forêt peut monter directement avec très peu de transformation. Et plus on va apporter de transformation à nos bois d'ingénierie, plus la distance effectivement va être grande. Mais par contre, alors, on le prend nous autour de Pontarlier, on a la chance à 30 km autour de Pontarlier d'avoir tous les industriels. Donc on a une palette très très large d'utilisation de produits bois. Inversement, on travaille sur des projets en Corse où on est en filière courte également. Et là, on va apporter le moins de transformation possible au pain à riche, qui est une essence locale, parce qu'ils n'ont pas d'industrie en Corse.
Et en fait, rien que pour couper du bois massif, c'est à l'acier mobile. Donc, ça nous limite énormément au niveau des systèmes constructifs. Donc, on est vraiment sur l'utilisation de bois massif et si possible, pas séché, quoi. Donc, voilà un petit peu pour la démarche. En quelques chiffres, nos bureaux, c'est 35 mètres cubes de laminate collé sain, parce que sur le rez-de-chaussée, comme c'est mon expert comptable, et puis à l'époque, on a lancé le projet en bois scolité, on n'avait pas les études du FCBA, donc nous, on prenait un petit peu de risque. Donc le lamellé collé du rez-de-chaussée, c'est du bois sain. Et nous, au-dessus, tout le lamellé collé est effectivement en bois scolité, mais sur des murs. Alors, ça c'était plus par rapport au bois visible. Au bois visible, parce que effectivement, la méthodicité, ça a un impact, quand même visuel important. Et voilà, je ne voulais pas trop de reproches par rapport à mon donc, tout le bois qui était non visible est resté en scolité, effectivement, dans les murs ossature bois, tout ça. Et chez lui, le bois qui est resté visible, voilà, c'est bois ça. Mais par contre, nous, à l'étage, c'est tout en bois scolité. Voilà, donc c'est 35 mètres cubes de lamellé collé en bois sain, 10 mètres cubes de lamellé collé scolité. On a 65 mètres cubes de CLT, 41 mètres cubes de bois massif. Voilà, on a 540 mètres carrés, on a 1 million d'euros de travaux hors foncier. Donc voilà quelques photos de bâtiments terminés. Alors, donc on a une partie effectivement où on est en ménage des Alpes en bardage extérieur ajouré, et puis en zinc sur l'autre partie. Voilà, on a un mix un peu au niveau de la lecture des façades. Et voilà l'intérieur de nos bureaux. Donc, effectivement, alors, initialement, c'est pareil, sur les parquets intérieurs, on voulait travailler en plancher de réemploi, mais ça a été très, très difficile. Donc, du coup, on est on est quand même en local, hein, on est sur du chêne de lin, de l'érable sycomore, du frêne du Jura. Sur l'ensemble des surfaces. Et sur l'immobilier aussi, on est en bois scolité également, hein, sur les plateaux et puis les éléments à jouer. Voilà, alors ce qui est important dans le bois local, ça c'est une étude qui avait été lancée par Fibois, c'est l'impact effectivement sur l'emploi local. Donc, construisons en bois local, c'est un impact important effectivement sur nos entreprises. Et le bois local, ça structure aussi nos régions, parce qu'en fait, c'est la matière première, ce sont les scieurs et ce sont les industriels du bois également. Et construit également derrière par nos charpentiers. Donc, le bois et le bois local structurent nos territoires, et c'est très important. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis je reste à disposition s'il y a des questions sur l'utilisation de bois scolité. C'est tout. Il y a des questions du coup? Non, alors, justement, en fait, il y a un travail à faire important. Alors, nous, les prescripteurs, hein, nous, les bureaux d'études bois, c'est de faire comprendre au maître d'ouvrage, effectivement, que quand on utilise du bois non visible, il n'y a aucun souci pour utiliser du bois scolité. Et dans les échanges qu'on a pu avoir avec les scieurs, hein, sur cette problématique du bois scolité, moi, j'ai déjà des charges qui sont partis pour de la fermette, ils me sont revenus parce qu'il y avait du bleu dans les charges. Il y avait du bleu. Et en fait, ce refus-là, c'est une mauvaise connaissance, en fait, effectivement, du bois et de l'impact du bleu sur des éléments de structure.
fait, il n'y a pas de raison, effectivement, que ça revienne. Et donc, il y a un travail à faire au niveau de toute la filière, parce qu'on n'accepte pas le défaut. Enfin, je ne parle pas de défaut du bois, le bois n'a pas de défaut, hein, avec des singularités. Donc, en fait, ces singularités-là, il faut les faire, effectivement, il faut les faire accepter. Il faut faire évoluer les mentalités. Et quand on sait que 80% des bois qui sont utilisés dans la structure ne sont pas visibles, effectivement, on peut mettre énormément de possibilités. Et nous, les labels collés restent visibles, et c'est très beau. Voilà. On peut même le vendre en plus-value, je pense, sur certains chantiers la teinte bleue, il y a une plus-value, effectivement, ça se paye. Hein. Mais là, non, mais la question est bonne. Effectivement, on a beaucoup de bois de structure qui sont non visibles. Donc, utilisons la possibilité sans aucune restriction. J'avais une petite question. Est-ce qu'il existe un moyen chimique complètement pour enlever ce bleu? Si la partie structurelle est la même, le bleu dérange, est-ce que pour un bois visible, on pourrait faire un traitement? Je pense que des lasures blanches pourraient faire le taf. Hein. C'est de la finition après. Mais je pense que mieux vaut travailler effectivement sur l'acceptation de ces singularités-là, plutôt que d'essayer de trouver une solution pour le rendre conforme aux attentes. Dans le bois, il y a des nœuds, il y aura toujours des nœuds. Dynamiques, ils sont accompagnés de champignons bleuissement, ça s'appelle des opiostomacées. Et donc, c'est des champignons qui se développent à l'intérieur des vaisseaux du bois, qui apparaissent de couleur bleue. Donc, c'est dans les vaisseaux du bois. Je ne pense pas qu'on puisse le dessiner, mais on peut peut-être le cacher. Car une fois que le bois est sec, c'est des champignons qui évoluent plus, mais ils accompagnent vraiment le scolite. Et en même temps, ces champignons-là, ils bloquent la montée de sève, en fait. Oui, c'est sous les écorces. Ils introduisent ce champignon-là, qui en fait limite la fonctionnalité hydraulique de l'arbre et finit par l'asphyxier. Le scolite. Oui, c'est un allié pour le scolite. Ils sont travail de pair, quoi. Travail de pair, donc c'est vrai qu'on parle de bois scolité, on parle de bois bleu. C'est effectivement, il y a le scolite et il y a le bleu qui est un champignon. Un paradoxe, c'est-à-dire qu'on essaie de cacher les bois qui ont des singularités ou des particularités. Il faudrait mieux éduquer, ça s'est fait à un moment sur les fruits et légumes, avec un peu uniforme. Ils sont moches, ils ne sont pas moins bons. Déjà, ils sont moches, c'est dommage, ils sont singuliers. Oui. Donc, on change. Oui, c'est ça. Le message, voilà. Accepter les gens qui ont tous. On a vu qu'on communique. On est beaucoup de militantisme. Les bois qui ont les mêmes performances mécaniques, et qui ont une singularité, de bonnes actions. Oui, non, mais c'est le message qu'on essaie de faire passer. Et on voulait faire la démonstration, effectivement, que ces possibilités, on pouvait les utiliser. Nous, on les a montrées. C'est-à-dire qu'effectivement, nos éléments de structure, ils sont visibles et on montre, voilà, on montre le bleu. Et mon expert comptable m'a dit, oui, mais tu aurais pu me dire que c'était sympa comme ça, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu du bois scolité. Mais bon, voilà, à l'époque, on faisait un pari et on a voulu prendre ce risque-là, mais on ne voulait pas se faire porter par les autres. Et aujourd'hui, voilà, on est convaincus. On est convaincus et c'est la meilleure démonstration, effectivement, c'est l'exemple. Non, mais il y a aussi. C'est en finale. Hein. Non, mais après, quand on sait que vous posez la question à la FFP, je crois que concernant le bois, 70% des sinistres, entre parenthèses, c'est des sinistres esthétiques. C'est-à-dire, c'est le bois, il y a des gros bleus, il y a des gerces, ou voilà. C'est quoi. Hein, c'est qu'il y a des nœuds, il y a des nœuds. En effet, sur la visibilité des bois, là, j'ai un chiffre
de 80% des bois de structure sont non visibles. Et pourtant, le client demande toujours, s'il se balade sur le chantier, s'il voit des bois qui ne sont pas très hauts, il dit voilà, c'est pas du bon bois. Alors, oui, oui, c'est sûr, parce qu'on pourrait dire, on pourrait utiliser du bois brut, on pourrait utiliser, mais c'est vrai qu'après en ingénierie, nous, on utilise beaucoup les commandes numériques, et donc du coup, on doit être sur des bois calibrés. Donc voilà, mais par contre, le bois sculpté, on peut le calibrer, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Mais effectivement, quelquefois, on dit, bah, c'est vrai que sur des bâtiments industriels, on pourrait dire, bah, le label collé, on ne le rabote pas. On laisse des traces de colle, des trucs comme ça, mais par contre, à la taille, c'est un peu plus chiant parce qu'en fait, on a besoin de plans de référence et en fait, derrière, on le rabote pour qu'il soit ce qu'on appelle calibré pour pouvoir être taillé à la commande numérique. C'était pas vraiment une question, c'était plutôt des félicitations parce que c'est une démarche elle n'est pas évidente lorsque tu as décidé de mener, de construire ta station. Tu savais que tu allais te voir reposer des problèmes réglementaires, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est très bien que des gens comme ça qui déminent le terrain et on voit surtout le résultat est aussi bien que si ça avait été du bois calibré. Justement, parce que les techniques qui sont utilisées sont des techniques modernes. L'architecture, c'est une architecture moderne. Et donc, il n'y a pas du tout de perte de résultat par rapport à du vraiment sculpté. Alors, c'était pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'était de faire une démonstration qu'on pouvait utiliser du bois sculpté. Et justement, alors c'est un sujet qui est important parce que quand vous allez voir des sieurs, vous leur dites je veux du bois sculpté. En fait, lui, il comprend le message, vous voulez du bois moins cher. Et initialement, enfin, le retour des sieurs en disant on n'a pas de bois sculpté, c'est un petit peu le retour du message, c'est qu'en fait, on ne veut pas parler prix. C'est que nous, notre prix de bois, c'est celui-ci. Et en fait, parce que ils achètent des grues sculptées. Effectivement, pas cher, les propriétaires ont du mal à les vendre, donc ils les vendent pas cher, ils achètent du bois pas cher. Par contre, ils ont des rendements qui chutent parce qu'ils doivent purger le bleu, ils doivent là. Et en finalité, ça ne revient pas moins cher. Et donc le message qu'ils veulent faire passer, c'est qu'ils n'ont pas de possibilité pour ne pas avoir une discussion de prix. Donc moi, le sieur, je lui dis, attends, je te mets à l'aise, il ne faut pas que tu me fasses un prix. Je veux faire une démonstration. Je veux aller jusqu'au bout. On a des bois sculptés dans notre région, on en a plein les chemins. Ces bois, il faut qu'on les utilise. Donc alors voilà, il m'a fait un peu moins cher. C'est-à-dire qu'en plus, on a construit à l'époque, là où tous les bois s'envolaient, bois massif à 450 € du mètre cube, costaud, voilà, alors j'ai eu un peu moins cher à 350. Mais voilà, ça n'a pas été, effectivement le sujet. Voilà, donc on parle sur un projet comme ça, la différence de prix, c'est pas la différence de prix qui allait faire que j'allais construire mon bâtiment. C'est à la limite sur le budget global, c'est l'économie qu'on aurait pu faire, elle est anecdotique. Ouais. Alors, ça ne coûtera pas plus cher. Ça ne coûtera pas plus cher. Et quand on parle de bois local, ça ne coûte pas plus cher. Et c'est même plutôt avec la flambée des prix des matériaux, la solution locale est très pertinente. Et justement, pour Bourgogne-Franche-Comté, on a signé une charte avec des sieurs, les propriétaires forestiers, pour que, effectivement, quand on travaille en bois local, on n'est pas sur un marché mondial. C'est-à-dire que on achète au juste prix. C'est-à-dire que le propriétaire doit être aussi rémunéré à sa juste valeur.
Et toute la chaîne, en fait, doit être gagnante. Jusqu'au charpentier final qui va mettre en œuvre les bois. C'est vraiment rester dans une approche de filière et une approche cohérente. Mais voilà, en tout cas, le bois squelité, en tout cas, ça ne doit pas coûter plus cher, c'est sûr. Voilà, ça ne doit pas coûter plus cher. Et nous, en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, les projets en bois squelité sont subventionnés. Ou alors est-ce qu'il faudrait se faire passer que dans du CLT caché Non, de toute façon, vu les volumes de bois squelité qu'on a, il faut qu'on l'utilise. Et il faut qu'on généralise en fait son utilisation. C'est pas avec mon petit projet, c'est pas avec mon petit projet que j'ai vidé des forêts squelitées, quoi. C'est une petite goutte, c'est pas grand chose, pas grand chose. Mais en fait, ce qui est important, c'est de faire la démonstration que ça marche, qu'on peut le faire. On peut faire du lamellé collé, on peut faire du CLT avec du bois squelité, bois massif aussi, bien sûr. Mais ce qui est difficile, en fait, il faut mettre autour de la table les sieurs, les industriels. Parce qu'en fait, les industriels, le problème, c'est qu'ils ont une exigence sur le bois, une exigence qui est au-delà, en fait, de ce que demande le client final, souvent. Et on se rend compte, effectivement, hein, typiquement, entre Simon et le sieur, ça ne savait pas se parler parce qu'il y en a un qui pensait que, l'autre qui pensait que, donc, en fait, il faut mettre les gens autour de la table et redéfinir un petit peu les choses. Et c'est généraliser l'utilisation de ces possibilités. C'est quoi Pour l'instant, les propriétaires forestiers, effectivement, font couper les bois squelités. Ils mettent bord de route, ils essaient de les vendre, ils n'arrivent pas à les vendre, donc ils finissent bord de route, et puis ils finissent en bois sec, et puis ils finissent par effectivement pourrir, ou alors ils partent effectivement dans des filières alors il y en a beaucoup qui sont partis chez nous, il y en a beaucoup qui sont partis du côté de Bordeaux pour l'industrie du papier, pour l'industrie du panneau aussi. Et autrement, il y a eu une utilisation en bois énergie également. Mais on a, voilà, pour nous, il nous semble plus pertinent, effectivement, de les revaloriser en bois de construction. Des choses à rajouter sur les bois. Non, je ne sais pas ce que font les sieurs. Nous, on n'a pas encore trop, donc on arrive quand même à les vendre, mais à des prix très bas, effectivement. Avec l'argument du prix bas, c'est qu'effectivement, le client n'en veut pas derrière, c'est une service, mais on arrive encore à les commercialiser, ceux qui sont exploitables, à des prix bas. On arrive à intervenir, on n'a pas la même attaque que chez vous, 19 cubes. Donc on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur. Il y a une logique un peu de solidarité, c'est-à-dire les années 2015, on a essayé de faire partir les coupes d'urgence. Alors, je vais redonner les chiffres que je vais sortir des comités, là, sur 173 foyers qu'on avait détectés en forêt privée sur les départements. On a exploité 67, à la moitié à peu près, plus de la moitié. La moitié, ça a marché un peu plus de 9 mètres cubes. Ça représente un quart, à peu près 20% du volume. Mais il en reste plus de la moitié, et depuis ça a continué. Il y a plein de secteurs qui sont inexploitables et ça reste sur pied. Il y a du bois sec sur pied. Le risque, c'est du combustible aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des coupes qui ont maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Des foyers qui sont secs, toujours dans les paysages. Et ça reste un combustible sec dans le paysage. Il y a le sapin aussi.
Pas mélanger les choses. Donc, tout ce que vous avez eu comme information de la part de FCB, c'est que ça concerne l'épicéa. A priori, il y a une dégradation qui est plus longue. Et moi, je l'ai repéré encore plus précocement. Et il y a une valorisation. Je ne sais pas, mais être rapide était un des objectifs. Et de l'aide des pays de Savoie, c'était de permettre l'intervention très rapide, la mobilisation rapide de ces bois et la valorisation. Non, mais ça a été aussi un problème. Je pense qu'on n'a pas été assez réactif dans les premières attaques. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de scolites frais qui auraient pu être exploités très vite et qui n'ont pas été. Voilà, mais effectivement, c'est. Si je peux intervenir. On apprenne à être peut-être plus réactif, mais c'est pas toujours évident, quoi. Parce que non plus, quand on a une exploitation de tâches de scolite, souvent on exploite des bois verts avec, pour privé notamment. C'est-à-dire que dans des petites parcelles où on a 15% du volume qui est scolité, parcelle avec 1 hectare, ben, on mobilise la totalité. En tout cas, c'est ce qui se passe. Est-ce que je peux intervenir? Vous m'entendez? Oui. J'essaye d'intervenir. Moi, ce qui m'a fait plaisir, quand on a eu ces attaques de scolite très importantes en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la solidarité de la filière. Parce que les scieurs ont rempli leur parc à bois sous eau. Ils ont vraiment joué le jeu. C'est-à-dire que les épicéas qui étaient frais ou secs, pas les vieux, hein, et bon, les vieux, c'était trop tard, ils ont vraiment rempli leur parc à bois. Et quand on a vu que tous les parcs à bois étaient pleins, c'est là où on a sonné la sirène d'alarme pour envoyer, pour utiliser les armes qu'on n'arrivait pas à stocker. Et c'est pour ça qu'ils sont partis en Aquitaine, pour faire de la palette, hein, pas forcément du bois énergie. Donc là, il y a vraiment eu beaucoup de solidarité. Quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que pour utiliser les bois scolités, il faut mettre des exploitants forestiers en forêt, des entreprises, parce que c'est eux, alors déjà, ils connaissent super bien la forêt et ils ont travaillé en exploitant le minimum, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment rentrés dans les forêts au fur et à mesure et ils prenaient des îlots. Ils n'ont pas fait des coupes à blanc, ils n'ont pas fait des coupages parce qu'au début, on ne savait pas jusqu'où il fallait aller. Donc, effectivement, il y a forcément eu des choses visibles et ça fait réagir beaucoup de monde. Mais les exploitants ont vraiment essayé de travailler très rapidement et ils étaient hyper sollicités dès le début de la catastrophe. Et c'est grâce à eux qu'on a pu stocker chez les sieurs et là, on a du bois qui va pouvoir être utilisable. Merci Nathalie.